All right. Bon, sur YouTube, c'est en direct. J'espère que vous m'entendez bien. Et sur Facebook, on va lancer le direct également. Fait qu'on utilise deux caméras. Donc, je regarde là, ou là, ou là, ou là. Mais ça devrait fonctionner. Voyons si ça fonctionne. Bonjour à tous en passant. Si j'avais pogné mon feed du début, bien sûr, je vais s'attendre, voir s'il y a des gens qui vont être intéressés à faire un survol comme moi, que vous avez eu des nouvelles par rapport à l'événement annuel du CinemaCon qui était à Las Vegas. Et oui, c'est en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc, en gros, ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est j'ai fait un genre de survol, d'une récapitulation de tout ce qui a été, ou presque, présenté sur l'événement, en gros, de 4-5 jours qu'il y a eu à Las Vegas, qui s'appelle le CinemaCon. C'est un événement qui dure depuis plusieurs années. Ça a changé de nom à un moment donné. Mais en gros, c'est un événement qui sert à les studios, les gens qui sont propriétaires de salles de cinéma et les fournisseurs, que ce soit d'équipements, nourriture, les concessions, ces choses-là, pour les cinémas. Donc, il y a comme 3 paliers qui interagissent ensemble lors de l'événement du CinemaCon. Alors, les propriétaires de cinéma sont là arrêtés pour essayer de voir quels seront les nouveaux produits offerts, qui peuvent aller chercher des nouveaux fournisseurs pour vendre de nouveaux bonbons, nouveaux saveurs artificielles de popcorn, nouveau beurre liquidifié au soya, des choses comme ça. Une nouvelle qualité de projecteur, des nouveaux bancs avec un nouveau cuir qui va être anti-statique. Là, je dis n'importe quoi un peu, là, vous comprenez un peu. Puis de l'autre côté aussi, on a les studios qui sont là pour faire valoir les prochaines productions qui sont, si elles ne sont pas complétées, qui sont sur le bord d'être complétées et qui seront offertes au cinéma dans les quelques semaines ou mois à venir. Ils sont là pour dire, regarde, prends mes films pour les mettre dans le plus d'écrans possible dans tes cinémas pour que moi, je puisse faire le plus d'argent possible. D'un autre côté, on a les propriétaires qui sont là qui disent, tes films sont intéressants, mais en même temps, tu offres des streaming, fait que je suis pas trop intéressé. Fait que Disney n'a pas vraiment été, présent cette année à l'événement dû au fait qu'il y a les conflits avec Disney+. Et en même temps, il y a Warner Bros. Qui était présent, mais juste sur des présentations visuelles sur écran. Il n'y avait pas vraiment de présence physique comparativement aux autres studios comme Sony, Universal, Paramount Pictures. Il y a eu même Neon aussi, compagnie de production de films. Lionsgate qui était là, MGM, United Artists. En gros, il y a eu ça. J'essaie de voir s'il y a du chat. Ça me surprendrait bien gros. À cette heure-ci, les gens réussissent à rentrer chez eux parce que là, ils vont réouvrir les rues à Montréal par rapport autour de l'île. Oh my God, ça, c'est un autre phénomène, là. OK, ça fonctionne ici. Attendez un petit peu. J'essaie d'être sûr qu'il y a quoi que ce soit. OK. Fait que j'ai mon feed Facebook. J'ai mon feed YouTube via 2 caméras différentes. En passant, ça va bien? Moi, ça va très bien. J'étais supposé faire une vidéo avec Frank. Malheureusement, Frank a été occupé et ne pourra pas être des nôtres avec cet épisode-ci. Mais j'ai pris le temps de prendre un paquet de notes. Et puis, si jamais vous voulez discuter via les chatrooms, il faut que j'aille voir sur... Attendez un petit peu, ça serait où? Chatroom, commentaires peut-être. OK, commencez. Je vais commenter ici. Donnez-moi vos impressions. Donnez-moi vos impressions. Mettez ça ici. Ça va être mis dans modération des commentaires. Oui, les commentaires. Sur YouTube. Il m'aurait fallu peut-être une 3e caméra pour faire une vidéo streamée directement sur Steam. Ça va venir. J'ai l'intention de travailler fort sur Steam, mais pour l'instant, je rejoignais plus de personnes via la page Facebook de Cinemaniacs avec le groupe, ainsi que sur YouTube, bien sûr, parce qu'on est très, très actifs là-dessus. Oui, c'est ça. Bon, j'ai mes notes que j'ai prises. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs choses qui sont arrivées cette semaine. Entre autres, il y a eu la sortie de la première bande-annonce officielle par Sony Pictures de Spider-Man No Way Home. Capoté, super le fun. Je ne sais pas si vous avez aimé l'annonce, si vous avez vu la fuite qu'il y a eu la veille. Donc, c'est un petit peu moins surprenant, mais c'est quand même le fun de voir ça en haute définition, de bonne qualité, et officielle aussi par Sony Pictures et Marvel Studios. Donc, on a vu Spider-Man qui était
joué par Tom Holland. Bien sûr, il y a des rumeurs de vous dire ou quoi que ce soit, des choses qui disent comme quoi qu'il y aurait d'autres Spider-Man joués par Andrew Garfield et Tobey Maguire qui seraient présents dedans, mais on garde ça peut-être pour la bande-annonce numéro 2 ou tout simplement avec le film sorte, ou ça sera peut-être juste à la fin, puisqu'il y a des rumeurs qui sont sorties du CinemaCon. Ça me surprend parce qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé, mais il y a eu des vous dire là-bas comme quoi que Spider-Man No Way Home serait en réalité une première partie de 2 d'un gros film, un peu comme ce qui se passe avec Dune présentement, où est-ce que Dune est la partie 1, c'est la moitié du roman Dune. Il y aura une suite par après. Spider-Man No Way Home, ça semble être le secret de ce film-là, c'est que le No Way Home serait comme le fuck total de ce qui se passe dans l'éclatement du multiverse. Et le film terminerait où est-ce que Tom Holland n'est juste pas capable de gérer le problème parce que c'est trop gros pour lui. Et on verra peut-être juste à la fin, toute fin du film, apparaître d'autres personnages comme Spider-Man par Tobey Maguire et Andrew Garfield qui pourraient se joindre pour venir l'aider. De quelle façon, bien sûr, ils ne se connaissent pas. Là, mais ça, c'est ce qui sortirait un peu d'informations du film. Pas du film, mais de l'événement. Vous dire, des rumeurs. Ça circule là-bas. Et ben c'est ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça tire-tu de bout? C'est sûr qu'il va y avoir d'autres films de Spider-Man après. Là. Je pense pas que c'est le dernier film, puis qu'après ça, on va être 20 ans sans en avoir. Il va en avoir pendant à peu près à tous les 2-3 ans facile, pendant plusieurs années encore de Spider-Man. Vous êtes tenus d'y voir, ben regardez-les pas. Puis moi, de mon côté, avec bien d'autres personnes, on aime ça. Fait qu'on est content de voir chaque fois qu'il y a un nouveau film de Spider-Man. Mais là, ce qui passe, c'est qu'on ferait un peu comme ce qu'on fait avec Back to the Future Part 2 et Back to the Future Part 3, où est-ce qu'ils ont tourné beaucoup de matériel, assez pour pouvoir faire les deux films en 2 années consécutives. Donc, on aurait cette année No Way Home et 2022, on aurait la suite de No Way Home. C'est comme un No Way Home Part 2. Mais quand même, je sais pas. Juste pour dire. Ça peut être pas pire. Ça, c'est pour Spider-Man No Way Home présenté par Sony. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a eu des séquences présentées pour le film de Morbius avec Jared Leto dans le rôle principal de Morbius. Morbius fait partie de l'univers de Spider-Man encore, sauf qu'on est du côté des vilains. Morbius, c'est un. Pensez un peu le côté, l'insertion dans le MCU. C'est officiel? Je ne sais pas si c'est officiel ou non, là, par rapport au fait que les films de Marvel Studios ou quoi que ce soit, ça semble l'être, puisqu'on Vulture est dans l'annonce de Morbius, donc il devrait avoir un lien direct pareil, mais c'est l'arrivée des vampires dans l'univers du MCU. L'arrivée des vampires, on a eu des cancans dans la série de Loki par rapport à ça, mais juste pour dire que là, on devrait voir avec Morbius l'arrivée du côté des vampires, donc des personnages un peu plus sombres, un peu plus dangereux du côté du MCU. Puis ce qui a été présenté, ça a l'air que c'est surprenant. C'est super bon, c'est très le fun, c'est de beaucoup mieux à ce qu'on peut penser par rapport à la bande-annonce. Donc, je me croise les doigts, j'espère que ça pourra livrer la marchandise. J'ai pas beaucoup d'attentes sur ce film-là, Morbius. C'est pas un personnage qui me fascinait quand j'étais jeune dans les Marvel Comics. Donc, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai pas beaucoup d'attentes. Donc, ça peut juste être mieux que ce que je peux imaginer. Puis encore là, est-ce qu'on va amener Venom connecté avec Morbius là-dedans? Est-ce qu'on aura Tom Holland, Spider-Man connecté là-dedans? Est-ce que dans la bande-annonce qu'on a vue présentement, est-ce que c'est bel et bien Morbius connecté à l'univers de Tobey Maguire? Puisque le Spider-Man qui est sur le mur lorsque Jared Leto marche devant la murale qu'on voit un Spider-Man, c'est le costume de Tobey Maguire. Aucune idée. Morbius a été présenté. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Venom. Ils ont montré une nouvelle bande-annonce, quelques nouvelles séquences, dont une où est-ce qu'on voit le personnage principal assis sur le bord de la plage et la tête de Venom sortie puis qui regarde le coucher du soleil, de quoi de même. Je ne sais pas si ça fait comme un couple romantique là, sur le bord de l'eau. On a eu quelques nouvelles séquences, mais pas vraiment beaucoup de matériel pour Venom, Leather Carnage. Le problème qu'on a avec ça, c'est est-ce que le film va être retardé encore jusqu'au mois de janvier ou est-ce que le film va finalement sortir bientôt? C'est l'enfer, hein? C'est vraiment pas le fun pour ça. Mais que voulez-vous? On va aller le voir quand on pourra. Puis d'ici là, ben, on attendra. Puis aussi, c'est faire des A, toi que Sandra, t'as dit bon débarras, qu'est-ce que tu dis de ça? De quoi de même? OK. Venom, Morbius, Spider-Man. OK. Il y a des séquences avec Mark Wahlberg et Tom Holland qui ont été présentées pour le film Uncharted, l'adapté de la franchise de jeux vidéo
qui sont exclusifs, je crois, il me semble que oui, qui sont exclusifs sur les consoles de Sony PlayStation depuis la PlayStation 2, si je me rappelle bien, la 2, 3 et la 4. Parce qu'il y a eu comme 4 ou 5 jeux de Uncharted. Visuellement, j'ai jamais vraiment joué, mais j'ai regardé ma conjointe jouer à ça. Elle aime beaucoup les jeux d'aventure, ce jeu. C'est un genre de mélange entre Tintin et Indiana Jones. Merge ensemble. Ça a l'air de ça. Donc, on va voir, c'est Nathan Drake, le personnage, joué par Tom Holland, et son mentor là-dedans, qu'on voit dans le jeu, qui va être joué par Mark Wahlberg. Il y a un petit côté weird, parce que le personnage a une moustache. Anyway, parce que dans le jeu vidéo, il y a une moustache, puis Mark Wahlberg ne porte pas de moustache. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? On verra bien. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre à part Uncharted? Oui, la grosse histoire, c'est que les gens étaient invités à assister à l'événement qui était cédulé pour une durée de 3 heures. C'est long pour présenter quelques nouveaux films, 3 heures. Fait que les gens qui étaient présents s'attendaient à une petite surprise à la fin et ils l'ont eu. Il y a eu un visionnement complet du film de Ghostbusters Afterlife, tout juste après une présentation du réalisateur et de son père qui étaient présents pour parler de comment ils ont réussi à amener le film finalement à jour. Et j'ai vu vite des premières impressions qui ont été publiées sur Twitter après. Et en gros, en général, 9 personnes sur 10 ont parlé comme beaucoup de nostalgie. Les fans de Ghostbusters vont retrouver une chasse au trésor, ce film-là, puisqu'il s'avère qu'il y a des dizaines et des dizaines de Easter eggs cachés au travers des décors du film et de ce qu'il parle. Donc, c'est relié avec Ghostbusters, l'original, et Ghostbusters 2 également. Et il y aurait même des choses reliées avec la série animée de The Real Ghostbusters. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? En gros, c'est la petite fille de Egon qui, on la voit dans la bande-annonce, c'est pas de spoiler. Si, je ne l'ai pas vu. Je vais juste parler un peu de ce que j'ai pu comprendre dans les premières impressions. Puis, ouais, les gens disaient qu'il y a beaucoup de nostalgie. Le film est fait par amour, par des gens qui connaissent l'univers de Ghostbusters, comparativement à la version, tant qu'à moi, médiocre qui a été faite, je pense, en 2016. Donc, le nouveau film a été fait avec passion, avec connaissance du produit en tant que tel de la franchise, et pour les fans en même temps. Il y a beaucoup de nostalgie là-dedans, je me répète un peu, excusez-moi. Il y a de la nostalgie, qu'est-ce qu'il disait aussi? Il y a des gens qui ont pleuré à la fin du film, puisque sans divulgacher quoi que ce soit, on sait que Harold Ramis est décédé, mais il y a de beaux clins d'œil par rapport à l'acteur, au personnage Egon dans le nouveau film de Ghostbusters Afterlife. Donc, c'est touchant. Il y aurait une scène, même après le générique, ou mid-credit scene, de quoi comme ça, par rapport assez intéressante aussi, par rapport à l'univers de Ghostbusters. Est-ce qu'ils vont merger l'univers du film de 2016 avec ça? Aucune idée. Malgré que ça fait très dans l'univers parallèle, les fantômes, ces choses-là. Fait que ça, c'est pour Ghostbusters Afterlife. Les gens ont eu la chance de voir le film au complet. Je le trouve très chanceux. Puis en même temps, ça doit tellement être weird. Moi, je me souviens toujours la fois où j'ai vu Logan 3 semaines avant tout le monde. Pendant 3 semaines de temps, personne ne voulait me parler. Je m'approchais des gens, puis on disait: T'as vu Logan, hein? Parle-moi pas, je voudrais savoir. C'est comme une boîte de Pandore. Là, tu viens pour dire: Ah oui, j'ai vu le film de Logan. Puis on dit: hey, ta gueule, Denis, je veux rien savoir. Puis là, tu as les gens qui, malgré que ça, c'est des gens qui travaillent dans les cinémas, eux, de voir le film au complet, ça leur donne le titillement nécessaire pour pouvoir se dire: Ah, ben ce film-là, ça va marcher au cinéma. Puis on va s'assurer d'avoir, mettons, je donne un exemple, mettons, pour la région de Montréal, au Canada, les gens, mettons, de Cinéma Guzzo ou Cinéplex ou Ciné-Entreprise, eux autres vont dire: Ben, je veux au moins 2 écrans par cinéma que je gère. Si, mettons, cette entreprise aurait, mettons, 5 cinémas à travers le Québec, ben, ils vont s'assurer d'avoir, mettons, 10 projections du film pendant au moins les 2-3 premiers week-ends, 2-3 premières semaines de la sortie de Ghostbusters Afterlife, parce qu'ils disent: Ah, les gens vont être attirés par ça, pour parler, les gens vont sortir du cinéma, puis ils vont emmener d'autres mondes à aller voir ça. En même temps, on est pogné avec la maudite pandémie, on ne sait pas comment ça va marcher. Ça va tellement être compliqué de ce temps-ci, gérer le nombre de copies de films que l'on veut projeter aux écrans sans savoir si les gens vont venir. Ah, que ça doit être compliqué. Fait qu'il y a ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? On va voir vite s'il y a de quoi. Non, il n'y a rien d'autre, là. OK. Sur YouTube. Ai-je de quoi? Non. Bon, c'est tranquille.
OK, ça, c'est pour Sony Pictures. Ça, c'est la première journée. Il y a eu, par la suite, le lendemain, il y a eu une présentation de ce qui allait être sorti très bientôt par MGM United Artists. MGM United Artists, ça, c'est maintenant, je me rappelle bien, ça appartient à Amazon. Il me semble qu'Amazon a acheté ça. Là, je parle à travers mon chapeau peut-être un peu, mais il me semble que c'est ça. Et c'est ça, il y a eu des présentations. Bien sûr, il y a James Bond 007, No Time to Die, le 25e film mettant en vedette Daniel Craig dans le rôle principal de James Bond. Il y a eu 9 minutes du film présenté lors de l'événement du CinemaCon pour James Bond et ça a l'air que c'est assez incroyable côté action, aventure, côté fan de James Bond. Ça a l'air qu'on peut s'emmerder. Moi, de mon côté, je ne sais pas pour vous, dans l'univers moderne de James Bond par rapport aux 4 films qui ont été présentés avec Daniel Craig, je vous dirais que c'est Casino Royale qui est mon préféré, comme pas mal tout le monde. Quantum of Solace, j'avais quand même apprécié le film, sauf que la marche était tellement haute avec Casino Royale que c'est comme, OK, un peu moins bon, mais quand même bon. Après ça, Skyfall. Je sais qu'il y a bien du monde qui aimait ça. Le film a fait 1 milliard au cinéma. Moi, j'ai perdu 2 heures de ma vie. J'ai trouvé ça super endormant. Pour moi, James Bond, c'est pas du rétro action simple. Pour moi, ça a tout le temps été James Bond, le gars qui a le gadget, qui avance, qui a des choses qui n'existent pas encore, que lui a utilisé pour pouvoir faire avancer ses missions. Puis ce film-là, on joue dans le côté rétro. Puis j'ai tellement pas apprécié ce film-là. J'ai quand même trouvé ça. Peut-être aujourd'hui, si je regarderais Skyfall, puis avec un petit popcorn puis une petite bière à la maison tranquille, peut-être que je pourrais peut-être l'apprécier un peu plus, sachant aussi c'est quoi maintenant le film. Mais j'ai vraiment pas aimé Skyfall. Et Spectre, je l'ai même pas de regarder complet. Je trouvais ça emmerdant, vraiment pas bon. Fait que, en même temps, je vous dirais que moi, je suis pas un grand fan de l'univers de James Bond. J'ai vu pas mal tous les films de James Bond, pas par passion, mais plus par plaisir de divertissement, tout simplement. Tu sais, je ne suis pas le gars qui suit James Bond dans les romans, dans les productions de films, quoi que ce soit, les rumeurs, quoi que ce soit. J'aime voir quelques films. Même, il faut dire, Casino Royale, je ne l'ai même pas vu au cinéma. C'est quand il est sorti en média physique. Je l'ai loué, je me rappelle à ce temps-là. Puis là, j'ai fait OK, non, c'est vraiment bon. Puis après ça, à cause de ça, j'avais été voir Quantum of Solace au cinéma. Puis j'ai fait comme finalement, c'est beau que ça. Fait que, anyway, fait que c'est ça. Il y a eu 9 minutes de présenté pour No Time to Die, le 25e film de la franchise de James Bond. 25 films. Qui fait tout la même chose, anyway. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? James Bond, MGM présentait aussi un film qui s'appelle Dog, qui est un film mettant en vedette Channing Tatum. Film touchant. C'est un film où est-ce que, ce que j'ai pu comprendre, on a des soldats au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays, qui vont faire des missions, que ce soit des missions de sauvetage, à la guerre, des missions de paix, quoi que ce soit. Et certains soldats vont revenir avec des syndromes post-guerre, j'oublie le terme, là, mais c'est tragique, c'est difficile pour les gens qui reviennent de ça, qui voient des choses que personne de nous, les civils, peuvent même comprendre, j'imagine. Mais ce film-là va présenter le point de vue d'un chien, parce qu'il y a des chiens qui sont là pour, mettons, trouver les mines ou quoi que ce soit. Et le chien deal avec cette situation-là. Et là, on a le côté de... C'est une personne qui vient aider le côté psychologique du chien et non humain. Donc, si vous aimez les toutous, ça risque d'être assez tough à regarder, mais en même temps, peut-être très intéressant. Puis, ce que j'ai vu comme impression sur ce qui a été présenté pour le film Dog, c'est vrai que c'est très bien fait, très intéressant, mais en même temps, peut-être un peu difficile. C'est pas un film cute de petits toutous. On deal avec des problèmes psychologiques, mais animal. Channing Tatum, là-dedans, je pense qu'il peut être excellent. Ça va casser un peu le beat dans ces films qu'il faut qu'il danse là-dedans, là, quoi que ce soit. Même si je ne l'ai pas encore vu, je m'excuse de spoiler, mais on le voit dans Free Guy, puis dans Free Guy, il fait encore de la danse. Il est le nouveau John Travolta des temps modernes. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi à part Dog et James Bond, No Time to Die? Il y a eu The House of Gucci. La seule chose qui a été présentée, par exemple, de Ridley Scott, le film The House of Gucci, c'est la même annonce. On a juste présenté la même annonce avec Lady Gaga et plusieurs autres. Il y a Jared Leto, il y a Al Pacino là-dedans aussi. D'autres acteurs, je pense que ça va vraiment être intéressant du côté qualité de production de film. Je pense qu'on vise pas un film de blockbuster au cinéma, on vise
une clientèle ciblée. On vise une qualité pour peut-être être en nomination pour les Oscars, pour les prochaines cérémonies. Donc, je vais certainement prendre un petit peu de temps pour regarder ce film-là lorsque ça sera disponible. Ma fille étudie justement en mode au cégep, donc pas mal sûr qu'elle va être intéressée par ça. Donc, on va lier notre passion de cinéma, puis sa passion de tout ce qui est la mode pour peut-être prendre 2 heures et regarder le film de House of Gucci lorsque ça sera disponible. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le film Samaritain, ça a l'air qu'il y a une bonne annonce. Si vous avez jamais entendu parler du film Samaritain, c'est en gros Stallone qui se lance dans l'univers des super-héros. Et oui, là, on ne parle pas de film de Superman, quoi que ce soit. On va peut-être un peu dans le côté Unbreakable, mais avec Sylvester Stallone, où est-ce que c'est l'histoire d'un homme qui travaille comme, on dit-tu, un éboueur, ou en tout cas les camions de vidange qui ramassent les déchets dans nos quartiers. Et un enfant qui les reconnaît comme quoi qu'il y a 30 ans de ça, c'était le super-héros qui sauvait les gens dans sa ville. Et ça l'amène à ressortir un peu de sa retraite et à combattre encore le mal qui fait foi de tout dans le quartier. C'est vrai que les scènes d'action sont écœurantes. Ça fit par rapport à l'âge, je ne veux pas, de Sly Stallone. Et c'est le fun de voir que Stallone va lui-même réussir à trouver peut-être de quoi qu'il va l'amener dans des films modernes, des films modernes à la mode, disons ça comme ça, de super-héros, mais original. C'est pas Marvel. Déjà, anyway, il est dans Marvel, dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Il fait aussi la voix de King Shark dans l'univers de Suicide Squad pour DC. Donc, il y a déjà de sa part dans DC et Marvel. Fait que là, il va avoir sa propre franchise, peut-être. En tout cas, Samaritan, ça va être très intéressant. 13 Lives, qui est l'histoire racontée par rapport à 13 enfants qui sont pris, les enfants vont s'amuser sur un terrain vague où il y a des maisons qui sont soit en construction ou en rénovation, et ils sont pris dans la cave, il y a une inondation, et ils essaient de sauver leur vie. C'est un côté un petit peu plus sérieux. Ça, c'est pour MGM, United Artists. Bien sûr, il y a d'autres projections, d'autres titres de films que je pourrais peut-être vous sortir, mais là, c'est vraiment, ça ferait une émission, je crois, de 4 heures, juste à vous parler de ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, Warner Bros. Pictures Studio. Warner Bros. Pictures présenté. Là, je sais qu'ils ont présenté plusieurs autres produits, mais qu'ils ont parlé vraiment en gros, c'est The Batman, qui s'en vient très bientôt. The Matrix Resurrections, ils ont confirmé le titre. J'en ai parlé il y a 2 mois de ça. Il y a 2 mois, j'ai parlé de ça sur la chaîne YouTube de Stémaniac. C'est une vidéo qui a généré des... On est rendu à quoi? 1200, 1300 vues, cette vidéo-là. Très, très, très heureux de ça. Mais moi, je suis un grand fan de La Matrice. J'ai adoré les 3 films. Il y en a certains qui, pour eux autres, le 2 et le 3 n'existent pas. Je peux comprendre. Moi, j'ai acheté, dans la vidéo même, j'en parlais, j'ai acheté même The Art of the Matrix. C'est un livre qui m'a coûté 100$ juste pour, c'est comme des storyboards. Puis il y a une explication aussi par rapport au niveau inférieur, où est-ce que Morpheus tente de trouver l'élu, mais échoue jusqu'à temps qu'il réussit à trouver Neo dans ce qu'on voit dans le film de Matrix. Donc, on comprend un peu le côté des niveaux qui sont rebootés à chaque fois lorsque la maîtrise décide de faire une paix avec les humains. En réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reboot, elle repart le système. Mais il y a tout le temps, par défaut, il y a tout le temps un élu qui va être choisi par rapport à ça. Donc, la maîtrise, elle sait que c'est son problème, puis là, ils vont essayer de corriger le tir. Il y a un acteur là-dedans qui va jouer une version plus jeune de Morpheus, sans être Morpheus, mais le même genre. Keanu Reeves est de retour. Carrie-Anne Moss, elle revient aussi pour le rôle de Trinity. Il y a aussi Jared Pinkett Smith. Peut-être que je mélange un peu son nom, mais la femme de Will Smith qui revient aussi dans le film, qui devrait avoir un rôle un peu plus important que ce qu'on a vu dans le 2 et le 3. Ouais, ben, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir The Matrix. Je ne sais pas si pour vous, vous avez hâte de voir The Matrix Resurrection. Resurrections, qu'il faut dire. Ouais. Il y a ça. Et ça, ils ont présenté la bande-annonce. Alors, ce qui a été montré dans la bande-annonce, on voit apparemment Neo. Là, il s'appelle Thomas. Il ne s'appelle plus Anderson, mais c'est plus le nom de Thomas. Il n'y a aucun souvenir de ce qui s'est passé auparavant, son personnage dans le monde de la Matrice. Il est suivi par un psychologue joué par Neil Patrick Harris, Dr. Doogie, qui est comme un programme qui est là pour s'assurer que lui, le programme de Neo ne se réveille pas à travers de la Matrice.
et il doit consommer la pilule qui va le garder dans la matrice à chaque jour. C'est comme son médicament. Il y a un côté, c'est apparemment méta, où est-ce que Thomas, Keanu Reeves, on dit ça, Keanu Reeves, travaille pour Warner Bros. Games dans le film. Dans le film, il travaillerait chez Warner Bros. Games sur des jeux vidéo de l'univers de la matrice. Donc, ils sont très méta dans la présentation de ce nouveau film-là. Et c'est un peu comme le problème du déjà vu un peu où est-ce que on essaie de le convaincre de dire non, c'est parce que tu travailles là-dedans, tu vis là-dedans, tu vis, tu dors, tu travailles 24 heures sur 24 en pensant à l'univers de la matrice parce que tu travailles dans les jeux vidéo, mais ça n'existe pas pour de vrai, tout en essayant de cacher ça. Il y a une scène apparemment où est-ce qu'ils croisent Trinity, mais les deux ne semblent pas se connaître. Les deux ont vraiment comme un oubli total de ce qui s'est passé auparavant. C'est pas expliqué dans la bande-annonce comment les deux reviennent à la vie, parce que ils sont morts. Spoilers, ça fait longtemps, là. Il y a ça. Moi, ce que je peux comprendre, c'est que le film se passerait, si on calcule en temps réel humain, ça se passerait 60 ans plus tard, après le Matrix Revolution. Et puis, c'est peut-être ça qui explique un peu le système qui est reparti. Arrêtez, eux seraient peut-être des programmes qui réussissent à survivre à l'extérieur de la matrice, donc ils n'ont jamais été vraiment des vrais humains. Il y en a qui pensent que Trinity serait l'élu et non Neo. On parlerait peut-être même d'un nouveau personnage qui sera l'élu, qui est une femme qui en été représenterait la petite fille qui survit à la fin de Matrix Revolutions, qui serait rendue adulte et qui ce serait elle l'élu, et Neo sera là pour peut-être faire le pont entre la trilogie originale et les nouveaux films de la franchise de la Matrice. Blablabla, je sais pas. Est-ce que ça a l'air compliqué? Tant mieux. Si on s'arrête tout en avance, ça serait plate parce qu'on aurait voir le film et on dirait je sais. Oui. Fait qu'il y a ça pour The Matrix Resurrections. De Batman, on a remontré quelques séquences, on a parlé un peu d'entrevues en arrière de ça, mais pas vraiment grand-chose de nouveau, à part de constater que il confirme que ça se passe dans l'année 2. Quand je dis l'année 2, parce qu'ils l'ont fait dans la bande dessinée, Batman Year 2, mais dans l'idée où est-ce que c'est Batman qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience, mais c'est pas l'origine. On commence pas Bruce Wayne, qui a jamais été Batman, puis il faut qu'il fasse son costume. C'est Batman, le film de Batman qu'on va voir en 2022, c'est un Batman qui est dans son propre univers, c'est pas connecté à Joker, c'est pas connecté au DCEU, c'est comme un autre Elseworlds, comme disons ça comme ça, et ce qui va être présenté là-dedans, c'est Batman qui a encore beaucoup de manque d'expérience et sa façon de combattre le crime, les criminels, pas le crime, mais les criminels, est très brute, très crue dans ses combats. Il utilise les arts martiaux, mais il est très, très viscéral. Comme il ne fait pas juste mettre un gars à terre, il pète les dents, il va y sacrer une volée, puis il va y faire manger la volée de sa vie par rapport au fait que c'est pas correct ce qu'il fait. Puis Batman est là pour s'assurer qu'il ne recommence pas. Il sait très bien que s'il fait juste l'arrêter puis le mettre en prison, il va sortir puis il va recommencer. Lui, il s'arrange pour que le mec qui rentre en prison après, il va tellement défigurer qu'il ne voudra jamais recommencer. Fait qu'il a hâte de voir ça. Et on va aussi mettre beaucoup d'emphase sur son côté détective. C'est à peu près temps. On l'a vu à quelques reprises au travers de différents films. Beaucoup moins dans les films de Tim Burton, puisque là, on allait plus sur le côté gothique, décor, environnement weird un peu. Là, on y va ce côté jeune, qui apprend, qui mène l'enquête, côté détective, combattant, enragé, beaucoup de vengeance, beaucoup de colère en lui. Pour moi, ce film-là est sorti, tu sais, comme Black Widow. Black Widow est sorti comme 5 ans trop tard. The Batman sort, d'après moi, 5 ans trop vite. J'aurais tellement préféré que Ben Affleck ait au moins sa chance dans son propre film. Parce qu'il y a eu des rumeurs à un moment donné comme quoi il y avait un scénario qui se passerait à Arkham Asylum, qui aurait été écrit et réalisé et joué le rôle de Batman par Ben Affleck. Puis on aurait vu plusieurs ennemis, plusieurs vilains de l'univers de Batman au travers du Arkham Asylum. J'espérais tellement voir ça, puis on ne le verra jamais. Oui, on va le revoir apparemment dans The Flash, qui va être un genre d'histoire de Flashpoint au cinéma. Il va y avoir Michael Keaton aussi là-dedans, qui va être une autre version de Batman. Ça va être compliqué un petit peu à suivre, cette affaire-là. Mais, ouais. The Batman, ben, ça, je suis curieux. Je suis plus curieux. Pour vous dire la vérité, lorsque Joker est sorti, avec Joaquin Phoenix, j'avais pas beaucoup d'attentes. J'étais même
je repoussais l'idée de vouloir aimer ce film-là parce que je me disais, oui, ça l'a bien fait, mais mettre Joker sans Batman, c'est comme tricher. C'est que tu prends juste les bons éléments que tu as besoin pour faire ton genre de film, puis tu tasses tout le reste. Donc, tu te facilites la vie. Tu sais, non seulement tu fais ton propre univers, mais en plus, dans ton propre univers, tu élimines des choses qui peuvent éliminer le fait de faire une bonne histoire. Regarde. J'ai eu tort, c'est un merveilleux film, très démoralisant, mais quand même le fun à regarder. Puis, je l'ai acheté 2 fois. J'ai acheté en Blu-ray, puis j'ai acheté la version 4K européenne avec le boîtier disque vinyle, le Collector's Edition, avec le poster, toute la patente. Fait que, ben, c'est ça. Je me dis que The Batman devrait peut-être être ce genre de film-là, où est-ce que, malgré le fait qu'on va quand même revoir au moins Ben Affleck une autre fois, on l'a revu dans Batman vs Superman, on va l'avoir vu dans Justice League, on va l'avoir vu dans Suicide Squad aussi, il a fait un cameo là-dedans. Puis là, on va le voir encore dans Flash. On l'a quand même vu 4 fois, à moins que je me trompe peut-être une autre fois. Là. Non. Ben, il y a eu les 2 versions de Justice League, si vous voulez compter ça 2 fois, mais c'est vraiment arrêté une fois le film. Fait qu'il y a eu quand même 4 apparitions. C'est quand même peut-être l'acteur qui a apparu le plus souvent en tant que Batman dans différents films. Fait on est quand même gâtés pour ça. J'aurais aimé ça voir le film de Batman joué par Ben Affleck. Arkham Asylum, un genre d'adaptation un peu des jeux vidéo qu'on a eu il y a récemment par Warner Bros. Games, Arkham Asylum. Ça serait hot. Bon, et Batman est la grosse affaire qu'il y a eu à la fin. Moi, je riais parce que je l'ai vu. J'ai un exemple, j'avais vu ça, la réaction de John Campea sur sa chaîne YouTube. À la fin, ils ont terminé avec les présentations qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, à peu près un mois, en IMAX avec Denis Villeneuve qui présente le film Dune, 10 minutes du film, un moment important que Denis Villeneuve adore dans l'histoire de Dune, les présentations des gens qui ont travaillé sur le film par rapport à Denis Villeneuve, par rapport à l'histoire de Dune. Fait que c'est ça qui a été présenté pour Dune. Ils ont fini avec ça et c'est assez grandiose. Ils ont montré la séquence que les gens qui ont eu la chance de voir cette présentation-là de 30 minutes en IMAX, bien la séquence où est-ce qu'on essaie de sauver les terraformers, là, les gens qui cultivent l'épice avant qu'il y ait un ver qui attaque. Ça, c'est pas un spoiler, on le voit dans je pense la version sci-fi et le film original de David Lynch. Donc, ils ont représenté ça. Ça a excité les gens, on a très hâte de voir ça. Puis tout le monde comprend que ça, c'est un film à voir au grand écran. J'aime l'allusion que Denis Villeneuve a dit voir Dune à la maison, c'est comme de conduire un speedboat dans son bain. J'espère juste qu'ils ne vont pas prendre cette phrase-là pour faire la promotion du film de ce qui va sortir en Blu-ray 4K. Parce qu'il va falloir le regarder à la maison. Mais je comprends. Je pense que c'est un film à voir au grand écran, même en IMAX, pour avoir vu justement cette présentation-là de 30 minutes. Je suis vendu. C'est sûr que j'allais voir ça au grand écran d'une première partie, il faut appeler ça de même, parce que c'est le même qui est présenté lorsque le film commence. Ça, c'est pour Warner Bros. My God, il y a du stock. Il y a Walt Disney qui était présent, mais pas vraiment présent. Ils ont fait une présentation, tout simplement, un visionnement pour Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc, la salle était pleine, tout le monde voulait voir, les gens de l'industrie voulaient voir si ce film-là serait intéressant. À noter que ce film-là ne sera pas présenté en même temps, le jour même, sur Disney+. Ce ne sera pas en format accès premium comme il y a eu avec Black Widow, avec Jungle Cruise, avec Cruella. Non, c'est vraiment un film exclusivement pour le cinéma. J'ai très hâte de voir ce film-là. J'ai vu différentes critiques. Bien sûr, John Campea, lui, était surexcité. Il est sorti de la présentation il y a 2 semaines de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, comme il disait que c'est le meilleur film de Marvel. J'ai vu d'autres critiques. Les gens disent « Ouais, c'est bon, ça reste un film de Marvel. C'est quand même dans les meilleurs, mais c'est pas le meilleur film de Marvel. Calmons-nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Non, c'est pas mal tout. Présentation de Disney. À part de ça, Disney n'a pas été présent pour l'événement, à part la projection qu'ils ont fait. C'est comme un cadeau qu'ils ont fait pour les gens du cinéma d'offrir ce film-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Universal Pictures avec Focus Pictures qui était présent. 3 titres que j'ai retenus vraiment de la présentation. Encore là, j'étais pas là. J'étais juste fait mes recherches par après, les impressions des gens qui étaient présents, qui ont parler de ça sur les réseaux sociaux. Et ils ont fait une présentation pour Jurassic World Dominion, qui a l'air très intéressante. Je pense que c'était 9 minutes qu'ils ont présenté avec les scènes avec Sam Neill, avec Jeff Goldblum. Il y a aussi Chris Pratt qui est là-dedans. Donc, Jurassic World Dominion, c'est le 6e film arrêté de la franchise. Il y a eu Jurassic Park, Jurassic Park The Lost World. Après ça, il y a eu Jurassic Park 3, Jurassic World 2, The Lost Kingdom.
Il n'y a pas de deux. The Lost Kingdom. Et là, ça va être Dominion, qui devrait être le dernier film, apparemment, de cette franchise-là. Et là, on a comme un melting pot de toutes les générations, tout ce qui s'est passé. Là, parce que les survivants, ceux qui ont survécu aux dinosaures dans ce film-là. Moi, j'ai eu la chance, par rapport à mon âge, j'ai eu la chance de voir tous les films au cinéma de Jurassic Park. Donc, bien sûr, je vais aller voir Jurassic Park, Jurassic World Dominion au cinéma. Certainement, IMAX, c'est disponible. Je ne sais pas si tu trouves encore ces dinosaures. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je trouve que c'est impressionnant. C'est un peu comme... Lorsqu'on voit Jurassic Park au cinéma, c'est un peu comme les Godzilla, les Transformers, tous les War of the World, les films à grand déploiement avec des personnages plus grands que nature. Faut que tu ailles voir ça au cinéma. Pacific Rim, ces choses-là. Oui, j'ajoute les films en Blu-ray 4K à la maison, mais ça ne rend pas justice. J'ai beau avoir une 55 pouces 4K avec le gros son à la maison, pas pareil. Fait que Jurassic World Dominion, très, très, très sûr que je vais aller voir ça au cinéma. Je ne sais pas pour vous si vous allez voir le film, vous allez dépenser des gros bidous pour ça. C'est le genre de film, le fun, qui est comme... tu prends 3 heures de ta vie, tu rentres au cinéma, tu te pognes les gros popcorn, extra beurre avec on va dire le Coke Diet. La boisson que vous voulez de votre choix. Puis vous grachez le popcorn en face. Petite boisson, à divertissement avec les M&M. Je sais que ma fille, Marie-Jeanne, pogne des M&M et elle les pisse dans son popcorn. Faites-vous ça des fois? Popcorn mélangé avec des M&M. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a vraiment des affaires différentes. Il y a Downton Abbey, Downton Abbey, A New Era, qui est le deuxième film qui suit la série Downton Abbey. J'aime ça. J'en parle parce que j'aime ça. Cette série-là est assez spéciale par rapport à la période, le style de vie. Ça se passe, ça a commencé, ça, je pense, c'est juste un peu après, pour le mettre dans le temps, là, ça a juste un peu après le Titanic qui coule, de quoi comme ça. Très bien fait, j'ai adoré la musique. Le chien qui survit à toutes les histoires de tout ça. L'immersion dans une période. Je pense que Downton Abbey est une des meilleures séries du genre. Et là, il y a un deuxième film finalement qui sort au cinéma très bientôt. On présentait ça. Et là, il y a, comment je peux appeler ça? Le titre officiel, c'est Halloween Kills avec Michael Myers qui revient encore une fois. Donc, Halloween Kills, ça serait officiellement, c'est le troisième. Parce qu'on a la version de 78. Après ça, on a Halloween 2019. Et là, on aurait Halloween Kills qui serait le troisième. Et il va y avoir Halloween Hands l'année prochaine, ou dans 2 ans, de quoi comme ça. Donc, l'histoire serait 4 films. Et tous les autres films de Halloween qui se passent après Halloween de 78, Halloween 2, Halloween... par rapport à Michael Myers, le 3 n'est pas dedans, là, Season of the Witch, The Return of Michael Myers, The Revenge of Michael Myers, The Curse of Michael Myers, Halloween H2O, puis après ça, il y a eu un dernier... je ne me rappelle plus des titres, il y en a pas mal, là. Toutes ces histoires-là, ce que j'avais mis dans la version de Halloween de 2019, qui est maintenant officiellement le nouveau Halloween 2, c'est que ces histoires-là sont des légendes urbaines racontées par les parents qui servent à faire peur aux enfants pour qu'ils rentrent pas trop tard après avoir ramassé les bonbons d'Halloween. Donc, je trouve ça cool pour ça. Je trouve que c'est une belle façon de dire à l'auditoire sans vraiment le dire en pleine face. Là, dire, regarde toutes les autres histoires que tu as vues, les autres films, c'est juste l'histoire que les parents racontaient aux enfants. En réalité, on est vraiment dans la suite directe du premier Halloween. Cool. Là, il y a Halloween Kills qui a l'air assez viralement violent. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Fucking awesome! Le film suit directement, un peu comme les vieux Rocky. Là, le film commence directement. Je pense que le film va commencer même qu'on va voir la fin du premier film. C'est même, on va vous remettre dans le beat de quand ils réussissent à attraper Michael Myers dans le sol avec les barreaux qui bloquent l'entrée, ils mettent le feu à la bâtisse. Ils sortent, puis ils se sauvent, puis les pompiers arrivent. Puis le film va continuer comme ça après, où est-ce que Michael Myers réussit à sortir et qui crisse une volée qui tue, il slaughter tous les pompiers qui sont là. Les pompiers, je ne sais pas si vous avez déjà vu physiquement, c'est des gars, c'est des athlètes. Là. C'est des gars qui sont faits assez forts. Gros cardio, ils ont des haches dans les mains pour défoncer les portes pour aller sauver des vies. Tout. Mais là, je pense que c'est l'effet de surprise où est-ce que Michael Myers sort et il commence à te les massacrer. Puis l'autre côté aussi de ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est du fait que là, je pense que les gens de la ville
où Michael Myers attaque, les gens vont commencer pas à se rebeller, mais à se mettre ensemble et dire, regarde, soit qu'ils nous tuent un par un, ou on se met tout de suite toute la gang, puis on se met à la chasse pour pogner Michael Myers. Puis là, Michael Myers va comme essayer de se défendre là-dedans, tout en essayant de trouver la façon de tuer Jamie Lee Curtis et sa fille. Très, très, très fucking hâte de voir ce film-là. Ça, c'est une sortie en groupe. Nous autres, c'est une sortie de famille. On va le voir Halloween Kills. Halloween Kills, toute la gang ensemble. En plus, mes deux filles qui, pas si longtemps de ça, n'aimaient pas nécessairement les films d'horreur, là, sont embarquées dedans. Ma blonde, elle les a fait embarquer dans le mouvement très fort, hémoglobine, suspense. On est rendu là-dedans. Donc, Halloween Kills, ça va sortir au mois d'octobre. J'espère. J'espère. Puis, on va voir ça en la gang. Ça va être super le fun. Ça, c'était pour Universal Pictures. Bon. Qu'est-ce qui reste encore après ça? Ah, ça, ben, il y a eu d'autres affaires aussi après, mais je vais vous parler des 2 derniers titres, parce que je ne veux pas non plus faire un épisode qui dure 4 heures. Là. 2 derniers titres que j'ai pu comprendre qu'est-ce qui a été présenté. C'est Paramount Pictures, ils ont présenté. Je sais qu'il y a aussi des affaires par rapport à Minions 2 avec Universal, mais vraiment, pour compléter cet épisode-ci de Cinémaniacs, Paramount Pictures a présenté 13 minutes les 13 premières minutes, à partir du logo de Paramount Pictures. Excusez-moi. Avec les étoiles qui apparaissent autour de la montagne, le logo de Paramount qui apparaît, Viacom Company, aux 13 minutes. Et ça commence avec le gong de... Ils ont présenté Top Gun Maverick, 13 minutes, sans montage. C'est vraiment les 13 premières minutes du film. Ce que j'ai entendu, c'est que on ressent la nostalgie monter. Ceux qui ont vu Top Gun quand ils étaient jeunes, que ce soit au cinéma ou en VHS ou en DVD ou en Blu-ray ou maintenant en 4K aussi, le film commence à vrai de la même façon. Où est-ce qu'on voit les jets sur les porte-avions décoller avec la musique typique du premier film. Puis, rapidement, on enchaîne avec la musique de Highway to the Danger Zone. Et ce que j'ai compris, c'est que les gens disent non, ça devrait être quétaine de mettre ça aujourd'hui, mais non, c'est bon, ça fait, on en va encore. Il y a encore, ça a l'air une scène avec des jeunes garçons torse nu qui jouent au volleyball sur la plage, bien sûr. Donc, c'est une suite, c'est vraiment une suite. C'est Maverick qui 30 ans plus tard, et a maintenant les mêmes tâches que Tom Skerritt avait dans le premier film, où est-ce que lui est là pour non seulement former les jeunes pilotes à l'école de formation Top Gun, mais il est là en même temps pour pousser leurs limites. Puis, il y a aussi l'armée qui veut intégrer un système de pilotage automatique, un genre de drone, jet drone, et lui, il est un peu contre ça. Ça me rappelle un peu ce qui est arrivé dans Green Lantern avec Ryan Reynolds. Ça, c'était le côté pas pire de ça, où est-ce que Ryan Reynolds fait que la faculté d'analyser comme un humain, il n'y aura aucune machine qui va être capable de faire ça. Puis là, on va voir ça dans Top Gun. Puis ça fait même quelques années que j'avais entendu parler qu'elle allait intégrer ce concept-là, cette idée-là dans la suite de Top Gun. Donc, c'est très hâte de voir ça. Si vous avez vu la bande-annonce, les temps visuels, ça a l'air assez écœurant. Puis ça, c'est un des films que j'attends beaucoup. Et l'autre présentation de Paramount Pictures, il y a bien du monde qui pensait avoir de quoi sur Transformers Rise of the Beast ou même Sonic the Hedgehog 2. On n'en est pas là encore. Les films sont encore en production. Il n'y a même pas de post-production de commencer des effets visuels, quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas vraiment présenter de quoi. Puis, anyway, le CinemaCon, c'est pas comme le Comic-Con. Le Comic-Con, c'est avec un auditoire, les clients qui vont acheter des billets de film, on veut les stimuler, tandis que le CinemaCon, c'est plus, regarde, on a ça de prêt, puis on veut que tu mettes nos films sur tes écrans pour que nous, on fasse de l'argent, puis que toi, tu attires des gens pour vendre du popcorn dans le cinéma. Parce qu'à noter que les cinémas, c'est pas des compagnies de films. Un cinéma, c'est une bâtisse qui vend des bonbons. That's it. Quand vous allez au cinéma, là, puis vous regardez ça, puis vous louangez là, le Cinéplex ou Cinéma Guzzo, c'est juste une machine à vendre des bonbons, des M&M, de la liqueur, puis du popcorn. That's it. Il n'y a rien d'autre à ça. Là. Eux se servent des films pour attirer des clients, pour acheter des cochonneries. That's it. Il n'y a rien d'autre. Là. Puis, juste pour dire, non, j'aime ça. Je ne parle pas contre ça, mais il faut juste voir à quoi sert le CinemaCon, c'est de compléter. Puis, là, ils sont là pour stimuler les acheteurs, ceux qui vont prendre les films, disent moi je le veux sur tant d'écran chez nous, puis après ça, c'est là qu'on voit les chiffres où ils disent Avengers Endgame est présenté sur 5600 écrans à travers l'Amérique du Nord. Ben, c'est présenté sur autant d'écrans, c'est parce que les gens qui veulent ce film-là projeté sur leur écran en ont demandé plusieurs exemplaires. C'est là souvent que l'achat ou les réservations vont se faire dans le gros momentum, parce qu'habituellement, le CinemaCon se
est présenté au printemps, juste un peu avant la saison estivale, les vacances d'été, pour justement mousser l'engouement des méga-productions, des blockbusters qui vont être projetés dans le cinéma. Et puis, ben c'est ça. Il y a ça qui a été présenté, Top Gun Maverick, qui ont présenté 13 minutes du film. Ça a l'air que c'est comme très bon. Bien, on doit voir ça. Et le dernier titre que je vais vous parler, ça, c'est ma fille Marie-Jeanne qui a capoté. Elle a vu tous les films plusieurs fois. Mission Impossible 8, il n'y a pas encore de sous-titres pour ce film-là. Il y a Mission Impossible, le 2, 3, il n'y a pas de titre pour ça. Pour ça, il y a eu Ghost Protocol. My God, j'ai dit les noms, mais... anyway, je pense à des titres de Police Academy, là, mais anyway. Là, il y a le 7e film, excusez-moi, il y a le 7e film et il y a un 8e aussi qui s'en vient par après, sauf que la production du 8e film a été mis en pause dû à la pandémie. L'entrée d'argent des studios est très limitée, donc on a dit on va compléter le 7e, puis après ça, on fera le 8e. Mais juste pour dire que là, ils ont fait une présentation une cascade, la cascade, parce que Tom Cruise, à chaque film depuis quoi, le 3e? Ça a tout le temps été comme un niveau plus élevé, plus dangereux, plus risqué. Où est-ce que Tom Cruise va en haut du building, la tour à Dubaï. Après ça, il s'est attaché à côté d'un avion. Après ça, dans le dernier film, il s'est pitché au niveau presque de l'atmosphère, de l'espace d'un avion avec un genre de saut de parachute extrêmement haut. Je pense que c'est quoi? J'ai sauté à 11 000 pieds. Lui, je pense qu'il était à 20 000 pieds dans les airs. En tout cas, affaire de fou. Puis là, la nouvelle cascade qui était présentée, ils n'ont pas présenté rien sur le film en tant que tel. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un segment en vidéo où est-ce qu'il présentait une cascade où est-ce qu'il était en motocross. Et puis, il monte sur une rampe. Il lâche la motocross et il se laisse tomber. C'est un genre de ravin à la Grand Canyon un peu. Puis juste avant d'arriver dans le fond, il ouvre son parachute. Puis ça a l'air qu'ils ont pratiqué comme 500 sauts de parachute. Il a pratiqué le saut. Ils ont fait 6 fois l'enregistrement sur caméra avec des drones, le saut officiel qui va être dans le film pour avoir les meilleures plates de caméra possibles. Il y a une nouvelle lancée de caméra qui a été développée pour justement pouvoir filmer Tom Cruise avec ça. Lorsqu'il saute la rampe, il y a des drones qui le suivent avec les caméras, plus un hélicoptère en direct en même temps. Je pense que ça va être hallucinant de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Tous les films, c'est impossible. Oui, j'aime ça. Le dernier, j'avais amené mes 2 filles. On avait une présentation spéciale où est-ce que Tom Cruise était pas présent dans la salle de cinéma, mais était présent pour tous les visionnements d'avant-première médias au Canada. Et puis, il répondait à des questions que les gens qui avaient présélectionnées. De quelle façon, je ne me rappelle pas. Mais c'était vraiment intéressant de voir qu'il parlait pour l'auditoire canadien. Mes filles adorent ça. Moi, je tripe là-dessus. J'ai tous les films en Blu-ray. Puis, j'ose pas de me mettre à jour en 4K puisqu'ils continuent de faire d'autres films. Fait que je vais attendre. On va voir. À un moment donné, il va peut-être arrêter d'en faire des maudits missions impossibles. Mais pour l'instant, c'est du bonbon. C'est vraiment le fun à voir. Fait que, ça, c'est pour aujourd'hui. Cinémaniac, j'espère que vous avez apprécié ça. J'ai fait comme une vidéo avec 2 caméras en même temps. Donc, des fois, je regarde dans la caméra, des fois, je ne regarde pas. Les vidéos sont diffusées sur YouTube et sur Facebook. Et puis, on va prendre la vidéo que j'ai sur l'une des deux, puis on va la transmettre en plus sur Twitch. Donc, pour les gens qui sont juste sur Twitch, la vidéo va être disponible aussi rendue là. Fait que je vous dis merci beaucoup. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, vous devez aimer les films comme moi. Et 2, je vous inviterai à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, que ce soit sur la page Facebook de Cinémaniacs ou le groupe aussi. Également la chaîne YouTube de Cinémaniacs et la chaîne Twitch. On essaie d'offrir les vidéos sur les 3. Et puis, j'ai lancé un appel à tous. S'il y a des gens qui sont intéressés à participer en vidéoconférence via Zoom, moi, j'aimerais pouvoir dialoguer avec des nouvelles personnes aussi, voir votre avis en vidéo pour pouvoir les mettre après ça sur diffuser ou publier, peu importe, sur Facebook, Twitter, YouTube et Twitch. Bon, on va voir. Fait que j'arrête là-dessus. Je vous dis merci beaucoup. Passez une excellente journée, une bonne semaine, puis je vous reviens très bientôt. Mon nom est Denis Lamière pour Cinémaniacs. Merci, au revoir.